Bonjour les étudiants de l'ensemble 7 de S3, économie et gestion, échantillonnage et estimation. Nous continuons avec le corrigé de l'exercice sur la loi normale. On a demandé pour une variable normale x qui suit une loi normale de moyenne 5 et d'écart type 2. La probabilité que x soit inférieur à 8,5 est égale à la proba que t inférieur à 8,5 moins 5 sur 2. Donc, on fait un centrage de la variable x et une réduction. Un centrage, ça veut dire que c'est moins la moyenne. Réduction, on divise par l'écart type. Et ce qui nous donne la proba de t inférieure ou égale à 1,75, ce qui donne pi de 1,75. Et la table de la loi normale nous donne pi de 1,75 égale à 0,9599. Voilà, donc finalement, vous avez P de x inférieur ou égal à 8,5 est égal à 0,9599. Troisième question, proba que x est inférieur à 3, on procède de la même façon et nous aurons proba de t inférieur à moins 1. Probabilité inférieure à moins 1 est égale à pi de moins 1. Et donc, d'après la troisième règle sur les formules qu'on avait rappelées, donc c'est 1 moins pi de moins 1 est égal à 1 moins pi de 1. Donc, est égal à 1 moins 0,9413, ce qui donne 0,1587. La quatrième question, la proba que x soit supérieur à 7,9 est égal à 1 moins proba que x inférieur à 7,9. Pourquoi 1 moins proba de x inférieur? Parce qu'on a besoin de x inférieur, ou plutôt de t inférieur pour passer à la table. Il faut que t soit inférieur. Pour passer à la table, nous devons avoir proba de t inférieur ou bien inférieur ou égal à un certain nombre. Voilà, donc P de x supérieur à 79 est égal à 7,9 est égal à 1 moins P de x inférieur à 7,9 est égal à 1 moins proba de t inférieur, etc. Donc, après centrage et réduction, vous avez 1 moins proba de t inférieur à 1,45 est égal à 1 moins pi de 1,45. Pi de 1,45, c'est 0,9265 et vous avez la valeur recherchée, c'est proba de x supérieur à 7,9 est égal à 0,0735. Ça veut dire qu'il y a soit 7,35%. Donc, c'est une probabilité qui représente 7,35%. Là, pour la cinquième question, nous avons x compris entre 7 et 10. Donc, là, sa probabilité, c'est proba de t, donc à la place de x on met t, donc il faut centrer et réduire. Donc proba de t compris entre 7 moins 5 sur 2 et 10 moins 5 sur 2, ce qui fait donc proba de t compris entre 1 et 2,5. Et donc, d'après la règle qu'on avait à retenir, c'est proba de t compris entre 1 et 2,5, donc c'est pi de 2,5 moins pi de 1. Et la table donne les valeurs recherchées. La sixième question, vous avez proba de x comprise entre 3 et 7. Donc finalement, vous allez obtenir proba de t compris entre moins 1 et 1. Donc c'est entre moins 1 et 1, c'est 2 pi de 1 moins 1. Donc, c'est la quatrième règle, 2 pi de 1 moins 1, et donc, et pi de 1, c'est 0,8413. 2 fois 0,8413 moins 1, ce qui donne 0,6826. Pour la cinquième loi, la loi du qui 2. Donc, nous avons vu la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi normale, une loi normale quelconque, mais les lois normales sont très réduites. Et maintenant, la loi du qui 2. La loi du qui 2. La définition, voilà, si vous avez une variable normale de moyenne m et d'écart type sigma,
Donc, si vous faites un centrage et une réduction au niveau de cette variable, x moins m, centrage, divisé par sigma, réduction. Donc, cette variable qu'on va appeler t, il suit une loi normale 0, 1. Et si on s'intéresse à la variable, une autre variable y qui est égale à t au carré, c'est-à-dire x moins m sur sigma au carré, on dit que cette variable suit une loi du qui 2. Une loi dite appelée une loi du qui 2 à 1 degré de liberté. Vous avez DDL, ça veut dire degré de liberté. Bon, vous voyez bien que lorsque vous avez une seule observation, si vous avez un échantillon de une observation, vous avez une seule variable normale, centrée réduite. Si vous l'élevez au carré, alors cela devient une loi du qui 2 à 1 degré de liberté. En guise de remarque, voilà, vous voyez bien qu'on a une variable aléatoire normale au début. Donc, s'il y a une variable aléatoire normale, centrée réduite, etc., élevée au carré, c'est une variable qui 2 à 1 degré de liberté. Donc, une variable aléatoire normale, 1 degré de liberté. Si maintenant nous avons deux variables aléatoires, x1 et x2, normales toutes les deux, voilà, et si vous procédez au centrage et à la réduction des deux variables, vous avez T1 et T2, alors pour les deux variables sont très réduites, ben, ils suivent une loi normale 0,1. Toutes les variables normales sont très réduites, suivent une loi de moyenne 0 et d'écart type 1. Si maintenant on s'intéresse à la variable y qui est égale à T1 au carré, la première variable sont très réduites, vous l'élevez au carré, à laquelle vous ajoutez la deuxième variable normale sont très réduites élevée au carré, donc scrivez T1 au carré plus T2 au carré, c'est-à-dire x1, etc. Cela, la variable y suit une loi du Q2 à 2 degrés de liberté. Vous voyez bien que nous avons au départ deux variables aléatoires normales, deux variables aléatoires normales, et on arrive à 2 degrés de liberté, à 1 qui 2 à 2 degrés de liberté. Donc, voilà un peu, vous voyez bien le qui 2, comment il trouve son origine, c'est-à-dire il provient d'une variable normale. Le qui 2, il provient d'une variable normale qu'on a centrée et réduite et qu'on a élevée au carré. Donc, dès qu'il est élevé au carré, ça devient 1 degré de liberté. C'est une qui 2 à 1 degré de liberté. Si vous avez deux variables aléatoires normales et vous centrez chacune et vous réduisez, alors si vous faites le total de la première au carré plus la deuxième au carré, de la première au carré et de la deuxième au carré, T1 au carré plus T2 au carré, alors cela donne une variable. Le résultat, c'est une variable aléatoire du Q2, mais à 2 degrés de liberté. Pour le cas général, si on généralise tout cela, si nous avons maintenant n variables aléatoires normales, bon, ça veut dire que x1 ou x2, donc xi suit une loi normale de moyenne mi et d'écart type sigma i. Si maintenant vous réduisez toutes les variables x1, x2, vous centrez et vous réduisez. Alors vous avez x1 moins m1, etc. au carré, c'est t1 au carré plus t2 au carré plus tn au carré. Cette variable-là, qui est la somme de n variables aléatoires normales centrées réduites et élevées au carré, alors cette variable-là, il suit une loi du qui 2, bien sûr, mais à n degrés de liberté. Donc nous avons au départ n variables aléatoires normales, donc on trouve atteint n degrés de liberté. Et on note y suit une loi du qui 2 à n degrés de liberté.
Donc voilà la lettre qui. Remarque, le nombre de degrés de liberté est en général désigné par la lettre grecque nu. Nu. En général, on note x suit une loi normale, suit une loi de Q2 à nu degré de liberté. Maintenant, les caractéristiques du loi de Q2, à savoir l'espérance, la variance, etc. Si vous avez une variable qui suit une loi de Q2 à nu degré de liberté, alors l'espérance mathématique de x, ou bien du Q2 à nu degré de liberté, c'est nu. Si vous pouvez mettre à la place de x, vous pouvez mettre E de x, ou vous pouvez mettre E de Q2 nu. Vous pouvez remplacer x par Q2 nu. Au lieu de mettre x sur une loi de Q2, vous pouvez mettre x égale Q2 nu. Donc, E de Q2 ou de x est égal à nu. La variance de x ou la variance de Q2 à nu degré de liberté est égale à 2 fois nu. 2 nu. Et l'écart type, bien sûr, c'est la racine de la variance. Vous avez la racine de 2 nu. Petit c, la table de la loi de Q2. Donc la loi de Q2, bien sûr, elle est présentée sur une table. On dit qu'il est tabulé. Et la table, cette table de Q2, il donne, qu'est-ce qu'elle donne? Lorsque vous, bien sûr, vous utilisez le nombre de degrés de liberté nu, il donne en fonction du nombre de degrés de liberté, parce qu'il faut qu'il y ait un degré de liberté, il donne la valeur du Q2, la valeur de la variable Q2, qui a la probabilité alpha d'être dépassée. Autrement dit, Q2 alpha est tel que proba de Q2 à nu degré de liberté, la variable, supérieure à la valeur du Q2 qui s'appelle Q2 alpha. Bon est égal à alpha. Par exemple, lorsque vous regardez la table du Q2, bien sûr, on vous présentera la table du Q2 vers la fin. Si vous avez la table du Q2, vous voyez que pour Q2 égale à 15, pour Q2 égale à 15, pour nu égale à 15, pour le nombre de degrés de liberté égale à 15, la probabilité du Q2 supérieure, pour que la valeur du Q2 qui a la probabilité de 10% d'être dépassée, c'est 22,3. Donc vous avez la probabilité que Q2 soit supérieur à 22,3 est égal à 10. Bien sûr, le nu est égal à 15. La table du Q2 a donné Q2 égale 22,3. Exercice d'application. Exercice d'application. Déterminer le nombre A dans les conditions suivantes. Donc, vous avez le nombre A et vous avez, dans les cas suivants, vous avez P de Q2 supérieur à A égale à 0,05, avec Q2 égale à 12, etc. Donc, vous avez P de Q2 nu supérieur à 2A égale à 0,10, pour nu égale à 0,24, etc. La question numéro 4, P de Q2 supérieur à carré moins 1, c'est égal à 0,0A. Bon, voilà, je vous ai laissé quelques minutes de réflexion. Voilà, pour la première question, la probabilité que le Q2 soit supérieur à A est égal à 0,05. Si vous avez nu égal à 12, la table du Q2 donne A égale à 21. Donc, pour deuxième question,
pour Q2 supérieur à 2A, si la probabilité Q2 supérieur que le Q2 soit supérieur à 2A est égale à 10%, égale à 0,10, et si on a nu égale à 24, la table vous donne 2A égale à 33,2, ce qui donne A égale à 16,6. Ça veut dire 33,2 divisé par 2. Bon. Troisième question, proba de A et X, Q2 inférieur à A est égal à 0,05. Mais pour le Q2 inférieur à A, nous, la table que nous avons, il donne pour Q2 supérieur. Donc supérieur, donc nous cherchons Q2 supérieur au lieu de Q2 inférieur. Donc c'est 1 moins proba de Q2 supérieur est égal à 0,05. Donc ce 1 moins proba de Q2 supérieur à A, c'est la même chose que Q2 inférieur à A. Donc Q2 inférieur à A, je la remplace, cette probabilité, je la remplace par 1 moins proba de Q2 supérieur. Ce qui donne 0,05. Donc ça veut dire que le proba de Q2 supérieur, si je déplace un peu les... Je déplace cette probabilité de l'autre côté et je mets le 0,05 à gauche, ça devient 1 moins 0,05, c'est 0,95 et vous avez proba de Q2 supérieur à A est égal à 0,95. Et si nous avons Q2 nu égal à 16, la table nous donne A égale à 7,96. Puis pour Q2 supérieur à A au carré moins 1 égale à 0,01. Nous, la table nous donne, la table toujours, il vous donne les résultats pour Q2 supérieur. La table que nous avons dans notre cas. On peut avoir une table où ça donne Q2 inférieur. Mais dans le cas de notre table, vous voyez que c'est assuré vers la droite, donc c'est proba de Q2 supérieur. Supérieur à A carré moins 1. Et Q2 supérieur à quelque chose égale à 0,01. Ce quelque chose qui est ici A carré moins 1 est égal à 21,7. Avec bien sûr nu lorsque nu égale à 9. Donc si A carré moins 1 est égal à 21,7, alors si vous mettez le 21,7, vous le déplacez à gauche, vous avez A au carré moins 22,7 est égal à 0. Et donc, c'est comme... Voilà pour l'exercice d'application. Je continue pour Q2 supérieur à A carré moins 1. Donc vous avez pour nu égal à 9, A carré moins 1,7. Donc A carré moins 22,7 égale à 0. Donc, vous avez, c'est la forme A carré moins B carré. Donc, A moins racine de 22,7, A plus racine de 22,7 égale à 0. D'où A égale à racine de 22,7 ou bien A est égal à moins racine de 22,7. Donc, pour la question numéro 5, vous avez Q2. La probabilité que Q2, la variable Q2 soit inférieure à A moins 2 au carré, il faut qu'elle soit égale à 90, cette probabilité. Nous avons proba de Q2 supérieur, alors de Q2 inférieur, on passe à Q2 supérieur, donc c'est 1 moins 0,90, donc c'est 0,10. Et lorsque nu est égal à 18, la table nous donne A moins 2 au carré égale à 26. Donc A moins 2 au carré égale à 26, donc vous avez... C'est comme si vous avez x au carré moins y au carré, donc ax moins y facteur de x plus y. Donc vous avez a moins 2 moins racine de 26, multiplié par a moins 2 plus racine de 26 égale à 0, d'où a égale a moins 2 moins racine de 26 égale à 0, ou bien l'autre facteur a moins 2 plus racine de 26 égale à 0, ce qui nous donne a égale à 2 plus racine de 26, où A égale à 2 moins racine de 26. Donc, on peut écrire A égale 2 plus ou moins racine de 26. Petit d, approximation par une loi normale.
Donc, lorsqu'on passe de la loi du qui 2 à une loi normale, c'est-à-dire qu'on approxime lorsque les probabilités deviennent égales à partir de nu supérieur à 30, on voit que ce n'est pas la variable qui 2 qui tend vers la loi normale, mais c'est cette variable-là, t égale 2 racine de 2 qui 2. Le qui 2, il est là, donc racine de 2 fois qui 2. Moins racine de 2 nu moins 1, issue et loi normale sont très réduites, n01. Par exemple, déterminer le nombre b tel que le probable de qui 2 supérieur à b est égal à 0,025 pour nu égal à 36. Donc nu est supérieur à 30 là. Donc si vous avez nu supérieur à 30, donc on peut procéder à cette approximation. Nous avons nu égale à 36 supérieur à 30, donc on peut procéder à l'approximation par la loi normale avec p égale racine de 2 qui 2, etc. qui suit la loi normale à 0. On peut écrire donc probable de qui 2 supérieur à b est égal à 0,025. Probable de qui 2 supérieur à b, si on mettait racine de 2 qui 2 supérieur à racine de 2b, p c'est une probabilité, ce sont deux événements, racine de 2 qui 2 supérieur à racine de 2b et qui 2 supérieur à b, là ce sont deux événements équivalents. Et lorsque deux événements équivalents, ils ont la même probabilité. Lorsque événements équivalents, c'est-à-dire lorsque vous avez à droite et à gauche, soit vous multipliez par le même nombre, soit vous divisez par le même nombre, soit vous élevez le tout au carré à droite et à gauche, vous élevez au carré. Donc vous effectuez la même transformation à droite et à gauche. Si vous faites ça, vous restez sur un événement équivalence. Un événement équivalent, c'est-à-dire qu'il y a la même probabilité. Donc la probabilité reste 0,025. Donc vous avez racine de 2 qui 2 supérieur à racine de b. Donc si vous avez racine de 2 qui 2 moins racine de 2 nu moins 1, supérieur à racine de 2b moins racine de 2 nu moins 1, et c'est toujours égal à 0,025. Donc, les calculs nous donnent probabilité supérieure à racine de 2b moins racine de 2 nu. Donc, vous avez est égal à 0,025. T, pour t inférieur, t inférieur à racine de 2b moins racine de nu moins 1, et c'est 1 moins 0,025 est égal à 0,975. Donc, pi 2, probabilité inférieure, vous avez pi 2. Pi 2 racine de 2b moins racine de nu moins 1 est égal à 0,975. La table de la normale donne, donc ici nous avons pi 2, un nombre, donc il faut passer à la loi normale, directement à la loi normale, à la table de la loi normale. Et la table de la loi normale nous donne racine de 2b moins racine de nu moins 1 est égal à 1,96. Donc on est en train de chercher b maintenant. Avec nu égale à 36, on remplace racine de 2b moins racine de 2 fois 36 moins 1 est égal à 1,96. Donc racine de 2b, racine de 2b est égal à 1,96 plus racine de 71. 71, c'est 2,36 moins 1. Donc plus racine de 71, 2b égale à 1,96 plus racine de 71 au carré, et b est égal à 1,96 plus racine de 71 au carré sur 2. Et le b, c'est égal à 53,94. Le b, vous cherchez, c'est 53,94. On fait la remarque suivante. Lorsque vous avez n variables aléatoires normales, la variable y égale x1 moins m1 sur sigma, donc x1 sont très réduites au carré, plus x2, etc., plus xn sont très réduites au carré. Le total est une variable aléatoire qui suit loi du Q2 à n degrés de liberté. Autrement dit, y égale somme des xi moins m sur sigma au carré, suit loi du Q2 à n degrés de liberté, ou bien encore y égale somme des xi moins m au carré sur sigma carré, suit loi du Q2 à n degrés de liberté. Donc, le sigma au carré, puisque c'est une constante,
il est à l'extérieur de la sommation du signe sigma. Mais, si M, la moyenne de, M c'est la moyenne de X dans la population. Si elle est inconnue, et on la remplace ou bien on l'estime par X bar, la moyenne de X dans l'échantillon, X bar c'est la moyenne de X dans l'échantillon, X bar égale somme des X sur 1. La variable aléatoire Y égale somme des X I moins X bar au carré sur sigma carré, issu loi de Q2 à n-1 degré de liberté. Quelle est la différence? Vous voyez la différence. La différence. La différence entre les deux écritures, celle-là, somme des xi moins m au carré sur sigma carré, suit la loi de Q2 à n degré de liberté. Et ici, vous avez somme des xi moins x bar. Attention, le m, puisqu'il est inconnu, il est remplacé, il est estimé par x bar. Il est remplacé par x bar de l'échantillon. Ça, m, c'est la moyenne de la population. Et là, x bar, c'est la moyenne de l'échantillon. Donc, si vous remplacez la moyenne de la population par la moyenne de l'échantillon, parce que vous n'avez pas la moyenne de la population, et vous l'approchez par la moyenne de l'échantillon, vous dites que vous estimez la moyenne de la population par la moyenne de l'échantillon. Et si vous faites cette estimation-là, alors, pour la même variable, vous avez Q2 à n-1 degré de liberté. Donc, si M n'est pas connu et vous l'estimez par X bar, alors une estimation est égale à 1 degré de liberté au moins. 1 degré de liberté de moins. Donc, vous aviez d'abord n degrés de liberté lorsque M était connu. Maintenant que M est inconnu et qu'il est remplacé par X bar, alors il y a 1 degré qui s'en va. Donc, nous nous retrouvons avec X qui de n-1 degré de liberté. Donc, un paramètre inconnu qui est estimé par une grandeur de l'échantillon. Lorsque vous avez un paramètre qui est inconnu, il est estimé par une grandeur issue de l'échantillon, il diminue de 1 unité, il diminue de 1 le nombre de degrés de liberté. Donc, de n, on passe à n-1 degré de liberté. On précise aussi que la variable du Q2 est toujours strictement positive. Vous avez regardé ça. Voilà pourquoi c'est supérieur, Q2 supérieur à Q2 alpha. Donc, le Q2 supérieur à Q2 alpha, cette probabilité est égale à alpha. Regardez, c'est clair sur le schéma. Bien, maintenant, on passe au chapitre 3, l'échantillonnage et l'estimation. L'échantillonnage et l'estimation, ils font partie de ce qu'on appelle l'inférence statistique. Comme vous le savez, il y a les branches de la statistique. Vous avez vu la statistique descriptive au semestre 1, et vous avez aussi vu en S2 la statistique mathématique, c'est-à-dire la statistique sur les probabilités, l'étude, le calcul des probabilités, on appelle aussi statistique mathématique. Et maintenant, échantillonnage et estimation, c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique, ou la statistique inférentielle. L'inférence statistique étudie l'induction ou les effets ou l'impact s'exerçant entre une population sur les échantillons, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des relations qui sont transmises ou des caractères ou des propriétés qui sont transmises d'une population aux échantillons. Les échantillons qui sont issus de cette population. Donc, les échantillons qui en sont issus. Lorsqu'une population est connue, c'est-à-dire que ses caractéristiques sont connues, ou bien que ces caractéristiques sont connues, c'est plus précisément les caractéristiques d'une variable aléatoire donnée. Si vous avez une variable aléatoire sur la population, cette variable, les caractéristiques de cette variable dans la population sont connues, et qu'on désire, à partir de cette connaissance des caractères ou des caractéristiques
de la variable aléatoire sur la population, si on désire, à partir de connaissance de ces caractères, de ces caractéristiques, déduire les caractéristiques de l'échantillon. Donc, si on cherche à déduire, à sortir les caractéristiques de l'échantillon à partir des caractéristiques qui sont déjà connues au niveau de la population, on parle dans ce cas d'échantillonnage. Mais lorsque les caractéristiques d'une population ne sont pas connues et qu'on cherche à les approcher à travers des caractéristiques bien sûr valables, appropriées dans un échantillon, on parle alors dans ce cas d'estimation. Donc, premièrement, la théorie de l'échantillonnage. Voilà, dans la prochaine séance, on verra la théorie de l'échantillonnage plus la théorie de l'estimation. Donc, on va essayer de synthétiser, de faire une synthèse. On va essayer de présenter sous forme simple, un peu intelligible, et que vous pouvez comprendre sans trop de difficultés. Donc, les deux théories d'échantillonnage et l'estimation, avec bien sûr des cas que vous aurez, des cas corrigés, sur lesquels vous pouvez vous entraîner et vous pouvez comprendre davantage le cours. Parce que tout ça, lorsqu'on vous fait des applications, autant on vous donne des exercices et qu'on corrige ces exercices, c'est pour aider l'étudiant à comprendre le cours. Voilà. Donc, à la prochaine et bon travail et bonne chance. Merci.